Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Et nous ouvrons ce journal avec cet avis de disparition inquiétante de mineurs. Liljiz Jazor, 17 ans, a disparu depuis le 17 mars au Gosier. Elle mesure environ 1,76 m. Elle est de corpulence mince, elle porte de longues tresses avec rajout. Elle aurait été repérée, en tout cas elle est connue pour fréquenter le secteur de Zamia et également le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Donc si vous avez quelque information que ce soit, vous pouvez contacter les autorités au 05 90 68 91 69, au 05 90 68 91 87 ou encore composer le 17. Transition fluide, toute informative et positive. La solidarité s'inscrit aussi au sein des actes politiques, car ce matin, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées était en déplacement en Guadeloupe. Au programme, la signature de 2 conventions majeures, l'une pour améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap et l'autre pour renforcer le soutien aux personnes âgées. Un reportage signé Olivier Félix. L'idée, c'est de sanctuariser des financements pour développer et moderniser l'offre médico-sociale donc au service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en Guadeloupe. Et dans le contexte budgétaire de notre pays, pouvoir justement graver dans le marbre cette programmation financière, c'était essentiel. Et c'est véritablement l'objet du déplacement de Madame la Ministre. Et nous sommes heureux d'être parvenus à cette convention qui montre bien que dans le champ médico-social, nous avons besoin d'avancer ensemble entre donc l'État et le Conseil départemental. Et oui, on a été assez performants aujourd'hui avec Monsieur le Président du département. C'est une convention qui est très importante puisqu'elle va nous permettre, à partir d'objectifs et de besoins qu'on a identifiés conjointement, de créer, de programmer une nouvelle offre pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées et bien sûr aussi pour leurs aidants, ce qui est très important puisqu'on sait à quel point les aidants ont besoin également d'être soutenus. 2 conventions, déjà pour les personnes en situation de handicap avec France Service, de manière à accroître la proximité puisque bien souvent c'est un frein. Et d'ailleurs, comme vous voyez, dans le cadre de la 2e convention, on va s'engager aussi dans le domaine de la mobilité. Donc ce sont des sommes qui sont consacrées sur plusieurs années puisque c'est pluriannuel, avec un certain nombre d'actions bien définies. Et c'est aussi l'occasion pour moi donc de remercier, de féliciter le travail fait par nos agents au niveau du département, également au niveau de l'ARS. Et chaque année, la période fiscale revient, mais cette fois, quelles nouveautés sont à noter, notamment sur les déclarations en ligne? Quelles sont les étapes à ne pas manquer? Quels délais? Quelles options pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil numérique? Éléments de réponse avec Olivier Félix. Une campagne d'impôt sur le revenu donc qui va se dérouler jusqu'au 5 juin, qui s'inscrit dans une continuité en fait, une continuité en termes de simplification, de modernisation, avec toujours la promotion de la télédéclaration et de la déclaration automatique qui facilite la vie des gens, la déclaration par smartphone. Au niveau des nouveautés, on a un point qui est important, c'est la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu de 1,8% pour tenir compte de l'inflation. Et une nouveauté cette année, c'est la mise en place d'un taux individualisé pour les couples mariés ou pacsés, ce qui est une mesure visant à l'égalité homme-femme qui permet notamment lorsqu'il y a des écarts de revenus au sein du couple de taxer à hauteur du revenu perçu. C'est important pour le grand public de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui commence la campagne de déclaration des revenus. C'est important de souscrire une déclaration. Qu'on soit imposable ou non, il est important de souscrire à compter d'aujourd'hui sa déclaration de revenus de façon à disposer en temps et en heure de son avis d'imposition. Le montant de l'impôt sur le revenu en Guadeloupe, c'est 213 millions. Ce montant augmente.
On a aujourd'hui donc des contribuables qui effectivement bénéficient de la simplification avec la télédéclaration, avec la déclaration automatique. Donc on a un taux de déclaration qui est en progression et on a encore des gens évidemment qui déclarent par papier parce qu'ils ont une vraie difficulté sur Internet. Mais d'une manière générale, le montant de l'impôt sur le revenu traduit le niveau d'activité aussi et le niveau des rémunérations. On attire l'attention aussi sur le fait que on a la possibilité d'avoir des crédits d'impôt, des restitutions d'impôts. Hein. L'impôt sur le revenu est un impôt redistributif. Donc on a 27 millions qui ont été redistribués aussi en crédit d'impôt cette année aux usagers guadeloupéens. Nos usagers peuvent nous joindre au 0809 401 401 jusqu'à 13h pour les usagers parce que c'est un dispositif national et qu'il y a le décalage horaire. Vous pouvez aussi joindre votre service des impôts des particuliers par téléphone, ça aussi ça fonctionne. Si vous êtes plus à l'aise avec l'envoi de courriel, vous passez par votre messagerie sécurisée pour demander au service, pour poser au service les questions qui vous interrogent pour demander un accompagnement pour remplir votre déclaration. Enfin, vous pouvez, dans les cas les plus complexes, demander un rendez-vous. Si vraiment votre question ne peut pas être traitée par téléphone, vous pouvez demander un rendez-vous. Et à Cap-Esther-Bello, une tension monte dans le secteur agricole. La CGTG dénonce des pratiques jugées douteuses au sein de la CUMA de la Plaine, la coopérative d'utilisation de matériel agricole. Les représentants syndicaux demandent davantage de transparence et de respect envers les travailleurs. Regardons ce reportage signé Olivier Félix. Yo mettez ici dans premier la région, comme c'est qu'à gérer les fonds européens, il dit qu'il a construit 3 CUMA, 3 hangars de type place pour ni 3 CUMA ou là les planteurs qui regroupent yo qui fait un hangar collectif. De pour yo donc mettez les figues en carton et commercialiser en Europe. Seulement t'as là ici dans créé le 22 mars en tout cas il a inauguré ici dans 22 mars 2023. Nous le 10 avril 2025 mi il a liquidé en termes d'activité. Mais nous avons posé nos questions sur activité là à l'arrêt parce que tout pendant yo ka fermé et bien so que vrai ni travaux qu'a fait pour yo ka poser panneaux solaires ni travaux qu'a fait pour que l'EDF peut acheter production à panneaux solaires qui est produit par la CUMA là qui a liquidé là qui a liquidé le 20 mars officiellement pour une décision de dissoudre en assemblée générale des actionnaires. Donc ça nous a dit là il y a un bel site comme ça qui fait et que certains monde besoin bénéficier d'elle pour faire d'autres pour quand éveil, il fait d'autres activités, donc on dit ah ouais. Depuis nous nous arrêté à figue pas coupé. Alors lundi, il venait vers Ekibay, dans l'après-midi, il fait couper figue. Dans mardi, il emballait figue mardi. Et c'est là nous même nous venons au courant ça, c'est là nous venons présenter nous trouver c'est un monsieur crié Claude Faro, c'est lui qui vient avec Ekibay qui vient prendre place en nous. Qui peut toucher à rien, qui emballe les figues là. Alors c'est là nous présenté, nous pas fait ni de nettoyer, nous bloqué, nous arrêté, nous dit ça peut pas fait parce qu'il pas trompé pas pour payer non 2 mois et combien de jours salaire, il a fini pour le prendre d'autres monde. Ça a fait à peu près 1 mois et demi en pas ni salaire, et nous pas ni activité encore pour permettre nous de travailler et de continuer à nourrir famille en nous et faire nous vendre. Directeur, comptable, tout ça, ils viennent nous des explications sans pour autant des papiers justificatifs. Et bien, du coup, quand là, nous commandons, là, nous bloquer parce que nous pas ni réponse pour suite à l'activité à la CUMA, alors que, soi-disant dit nous, que ça a fermé et que nous avons perdu poste en nous. La barre du tribunal, si on a liquidé, mais si on pas qu'à liquider, eh bien, nous avons dit, puisque le groupement là, quand géré en tout bidé, puisque le groupement là vient dire, nous ne pouvons pas nous faire conférence de presse dans là, eh bien, fait payer les salaires qu'on était habitué à faire auparavant. Mais pas seulement pour CUMA là, mais pour toutes les plantes et bananes qui sont en difficulté. Parce que le groupement là, ni l'argent. C'est l'argent aller à tous les travailleurs qui ont travaillé dans le secteur là, ça.
Et petite correction, notez que ce reportage était signé de l'excellent Grégory Laps. Et si le recrutement devenait plus humain et plus direct, c'est le pari relevé par la ville des Abîmes qui a organisé une journée d'insertion innovante façon job dating. Objectif, mettre en lien les entreprises et les demandeurs d'emploi dans un cadre détendu, plus propice à la rencontre. Regardons tout de suite ce reportage de Charlie Dargonia. L'objectif aujourd'hui, c'est un défi d'insertion en duo, accompagné avec les entreprises. Et nous, de la ville des Abîmes, avec les services accompagnés, le pôle Fier, le conseil départemental, la mission locale, le maire Éric Jalton et président de Cap Excellence a voulu développer sur son territoire ce défi d'insertion en duo. Nous sommes partis du principe que quand les jeunes et les moins jeunes, en tous les cas les demandeurs d'emploi, vont en entretien, même s'ils ont la bonne volonté, quelquefois on peut foirer son entretien parce qu'on est stressé, Et l'idée aujourd'hui, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi de savoir que, un chef d'entreprise ou bien quelqu'un qui est dans la fonction RH, c'est quelqu'un comme vous et moi, qui pouvons passer un moment ensemble. Et ça permet également aux jeunes et aux moins jeunes, aux demandeurs d'emploi, de faire du réseautage, de pouvoir interroger les chefs d'entreprise ou les entreprises sur ce qui peut être attendu, est-ce qu'ils recrutent. C'est vraiment une ouverture pour permettre à nos jeunes de pouvoir se sentir autrement face à une entreprise. Cette matinée s'est très bien passée à la recherche d'un emploi stable. La ville nous a proposé de faire une journée d'insertion, une chose que j'ai acceptée naturellement. Et voilà, ce matin ça se passe très bien. On a fait une petite heure d'acrobranche et là, voilà, on continue notre journée. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de rassembler des jeunes et des responsables ou des chefs d'entreprise pour mettre en place une cohésion. L'objectif est que les chefs d'entreprise observent les demandeurs d'emploi et puissent leur donner des billes pour pouvoir après postuler. Donc ils vont observer les savoir-être, surtout professionnels, ce qu'ils attendent des demandeurs d'emploi. Essayer de justement lui donner un petit peu confiance à des parcours difficiles, vice-versa. Vu que c'était une première fois pour certaines personnes, leur donner confiance sur le fait qu'elles avaient réussi à accomplir une tâche et voilà, leur redonner confiance. C'est très bien, ça permet de s'enrichir et de connaître à peu près les chefs d'entreprise. Ça nous permet aussi de nous découvrir, c'est-à-dire de ne pas être trop timide envers les chefs d'entreprise, de montrer que voilà, on est des humains aussi, que on peut s'entendre malgré la différence de métier ou de autres. Et la conscience citoyenne peut commencer très tôt. À Bemao, des jeunes ont participé à une journée dédiée à l'éco-citoyenneté, une manière de les sensibiliser à l'environnement tout en les impliquant comme acteurs du changement. Solène Fèvre nous fait vivre cette journée inspirante. La ville de Bemao cette année a lancé une semaine de la citoyenneté et aujourd'hui nous sommes sur la journée de l'éco-citoyenneté. Donc pour un peu inciter les enfants à s'investir et à regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux qui peut faire d'eux un bon citoyen. Donc nous avons 3 sites aujourd'hui, un jardin créole, nous avons également plusieurs stands pour un petit peu échanger sur la thématique. Nous avons un débat qui se passe en ce moment même à l'hôtel de ville avec Kérosène pour justement débattre de cette thématique. Et nous avons sur Vanche une journée très intéressante avec les plus petits cette fois-ci sur le bien vivre et bien manger au pays. Je suis chargé de l'atelier jardin créole, pour donner un petit peu de connaissances techniques et scientifiques sur les plantes de jardin créole et aussi informer de l'utilisation des plantes, comment les cultiver, les vertir et tout cela. L'objectif, c'est que nous sensibilisons les citoyens à la protection de l'environnement, à la biodiversité et à la propreté aussi à l'environnement, pour comment il faut protéger, comment il faut... Comme par exemple, vous savez qu'il y a un secteur, les gens veulent toujours faire du jardin. Et nous, on enseigne les personnes à comment il faut cultiver et garder une propreté de l'environnement. On est là avec notre école pour l'éco-citoyenneté, pour voir la nature un petit peu, pour voir comment fonctionne
le monde, oui, à découvrir des choses aussi. On a été voir l'atelier des sangsues et le monsieur nous a expliqué que les sangsues, il y a des sangsues qui n'ont pas mangé depuis 7 mois parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas la mettre sur leur peau. Donc, il y a ceux, elles ont déjà mangé, elles sont grosses, qu'elles ont été soit dans la bouche, sur la gencive, ou soit sur la peau. On souhaitait inciter les participants à s'investir pour leur ville, de façon à faire d'eux des citoyens de demain actifs et que les choses se passent de mieux en mieux. Je trouve qu'en 10 ans, il y a eu une très belle avancée par rapport à ce qu'on voyait auparavant, des ordures un petit peu partout. De plus en plus, on voit que ces endroits-là sont beaucoup plus propres. Mais il y a beaucoup encore à faire. Et après avoir parlé citoyenneté, parlons maintenant aussi d'équilibre, celui dans l'assiette et celui du budget. À Sainte-Anne, la Banque alimentaire a proposé un séminaire pour aider les bénéficiaires à mieux manger tout en apprenant à gérer leurs dépenses au quotidien. Regardons ce reportage de Michel Depape. L'objectif de ces séminaires, c'est d'informer et de former les bénéficiaires de l'aide alimentaire sur l'équilibre budgétaire, sur l'équilibre alimentaire et sur les activités physiques. L'autre objectif de la Banque alimentaire, c'est restaurer l'homme. Et restaurer l'homme, ce n'est pas seulement lui donner à manger, mais c'est lui faire savoir comment, avec un budget, gérer, acheter et faire des choix pertinents pour que à la fin du mois, cette personne ne soit pas en rouge, même avec l'aide alimentaire. Parce que ce que nous constatons, c'est que souvent, les gens sont en difficulté, les gens n'arrivent pas au bout, mais nous ne devons pas nous contenter, nous, la Banque alimentaire, de simplement de donner un panier. Nous devons les accompagner. C'est un séminaire qui permet précisément comment manger, bien manger, et donner ce qu'on appelle les packages alimentaires équilibrés. Et nous avons voulu distribuer aujourd'hui près de 150 packages alimentaires qui permet précisément que nos compatriotes soient bien dotés de façon correcte. Au niveau du CECAS, nous devons venir en aide aux personnes démunies, venir en aide aux familles en situation précaire et afin de leur offrir quand même la capacité, le pouvoir de pouvoir bien manger. Et donc l'esprit, c'est de faire passer l'information, de faire bien comprendre que bien manger, c'est aussi la santé. Et l'activité physique, c'est quelque chose d'important aussi d'aller marcher, transpirer pour que les gens aient une santé, une meilleure vie. Donc cette journée permet précisément encore de poser des questions. Nous avons ce qu'on appelle les diététiciens, nous avons des ateliers, nous avons tout cela qui permettra d'informer la population plus amplement pour leur cause. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la population sainte-annaise. Et place maintenant à notre invité de ce soir sur notre plateau, Frédéric Théobald, président du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Théobald. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Il s'agit de la 74e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe, la manifestation sportive la plus populaire de notre île et certainement bien au-delà. Dans quelle disposition êtes-vous avant cette 74e édition? Très bonne disposition. Il y a 2 jours de cela, nous avons présenté le parcours de manière officielle au grand public et aux différents acteurs, parce que c'est un tour international qui est inscrit dans le calendrier UCI. Donc depuis 3-4 ans, on essaie de faire monter le tour en gamme en permettant aux coureurs locaux déjà de s'inspirer du tracé qu'ils ont pu découvrir. Et les équipes invitées également qui ont été retenues, naturellement, on leur fait parvenir aussi le tracé afin de pouvoir choisir les bons coureurs pour venir faire le spectacle. Je rappelle qu'il y a des points UCI en jeu. L'an dernier, il n'y a pas eu de victoire guadeloupéenne. C'est pour vous montrer le niveau d'exigence des équipes invitées. Il n'y a pas d'arrangement. Chacun doit se donner le meilleur de lui-même. Le meilleur gagne. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important pour nous. Vous en parliez, on peut le réafficher, les étapes, effectivement, de ce tour cycliste. Quelques nouveautés. Il semblerait que ce soit un tour où ça va monter beaucoup, en tout cas, le niveau. Ça prouve quand même que la Guadeloupe a tout le profil pour réussir un très beau tour. La particularité cette année, c'est que le prologue, le départ aura lieu à
à la place de la victoire. Un lieu symbolique, chargé d'histoire. Et nous avons voulu donner à Pointe-à-Pitre tout le sens, parce que c'était une ville ancrée cyclisme. Et puis nous avons près de 1333 km à parcourir en intégralité, avec 3 arrivées au sommet. Elle a regretté le premier week-end, le dimanche, avec des passages à plus de 25%. Après un détour dans le Nord Grande Terre, nous allons l'étape reine, comme on dit dans le jargon, on partira de Jarry, et puis une arrivée à Gourbert, mais à Palmiste, en passant par Salé-Sapoti, l'Ermitage, 2 fois Salé-Sapoti, 2 fois, les Mamelles, puis Salé-Sapoti, on va basculer après pour aller faire Dolé, parce qu'il faut aussi permettre aux grimpeurs de s'illustrer. Et puis l'avant-dernière étape, Jeux habitants Baïf, avec une arrivée à Saint-Louis, dans les champs de bananes, tout en hauteur de Saint-Louis, pour montrer aussi que la Guadeloupe a des atouts et que nous avons cette possibilité de faire rayonner notre île sur le plan international. Et nous avons innové avec des arrivées aussi dédiées aux sprinteurs, dans le centre-ville de Saint-François pour la première étape. On a eu un départ à la piscine intercommunale le premier jour. L'idée aussi de montrer que la Guadeloupe, on a des infrastructures. C'est ça. C'est se servir d'une telle manifestation pour effectivement valoriser également notre territoire, c'est valoriser la Guadeloupe. Le président que vous êtes y accorde une importance particulière. Et je crois en l'avenir de la jeunesse. Nous avons une jeunesse qui pense que tout leur est dû. Ils vont faire des études et ils pensent qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir, et c'est faux. On veut montrer à travers le tour que c'est possible et qu'on a des départs dans des sociétés privées. Avant, on allait souvent voir les communes. Il faut que le tour puisse marier la population. Moi, j'aime pas voir quand il y a de l'agitation, quand il y a des grèves, quand il y a des mouvements sociaux, parce que ça pénalise tout le monde. Aujourd'hui, il faut montrer que la Guadeloupe est forte et que tous les problèmes peuvent se régler de manière... De manière effectivement peut-être de commun accord, mais en tout cas l'esprit sportif peut aider, on le comprend. Vous avez évoqué les jeunes, on ne peut pas commencer cette 74e édition sans cette pensée pour ce jeune qui perd la vie effectivement sur nos routes. Là aussi un aspect sécuritaire important une fois de plus pour cette édition. Tout à fait, ce sera bien sûr basé sur la sécurité, parce que la gendarmerie fait un travail remarquable avec nos équipes pour réguler le tour de toute la bulle course, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, c'est vraiment l'événement populaire, tout le monde est fanatique, tous ces babilles, machin, les glaciaires, en attendant les coureurs, la caravane, mais c'est vrai que depuis quelques années, nous faisons, avec la gendarmerie, nous leur prodiguons ce geste de faire des contrôles, d'éthylotests, tout ça, d'alcotests, pour la caravane, parce que c'est un sport à risque. Et puis une grosse pensée pour le Kevin. Hier, on a mis en place un cortège en sa mémoire pour accompagner les parents à digérer cela, bien que ce n'est pas évident. Mais le président que je suis était très affecté par cet accident, parce que le jeune allait en compétition. Et on voulait transformer ça en force et se dire qu'il faut que la vie continue et intégrer... Que nous pratiquons un sport qui est dangereux. Mais comme je dis, il faut que la peur change de camp. L'État fait un travail remarquable, mais il faut insister davantage pour réduire, pas que pour les cyclistes, quand on entend des camions, des convois qui se percutent et tout ça, qu'il y a un travail à faire pour que chacun puisse changer son comportement. Sur nos routes, absolument. Vous l'avez évoqué, un sport qui est dangereux, mais beau. Et c'est ce qu'on regarderait, beau à regarder, beau, parce que la population se déplacera sur les routes pour soutenir les gens prennent leur congé, coureurs. Expressément pour le tour. C'est ça, pour cela. Donc c'est magique. C'est beau à voir, c'est magique et on le souhaite encore une fois pour cette édition. Dernier mot pour la population qui nous regarde. Pour finir avec les équipes invitées, il faut savoir que l'équipe tenante du titre, on n'a pas pu venir parce qu'il y a eu leurs dirigeants ont préféré opter pour une compétition sur le territoire national. Mais on aura une autre équipe colombienne, l'équipe Nous, une équipe très, très structurée. Nous avons des Néerlandais, des Américains, nous avons des Polonais, des Estoniens, l'équipe nationale du Rwanda. Je rappelle qu'il y a les championnats du monde sur route au Rwanda au mois de septembre. Nous avons 2 équipes de l'Hexagone, Vendée et Atria. Et nos amis de la Martinique. Nous avons des Tchèques.
En fait, nous avons invité des équipes pour internationales, mais c'est surtout pour faire un travail sur le plat, pour mettre en difficulté aussi les grimpeurs. En fait, on a voulu qu'il y ait du spectacle cette année pour que les coureurs et certaines équipes ne soient pas dans leur confort. Et les équipes nouvelles aussi qui ne connaissent pas la route aussi. C'est ça, il va falloir la découvrir, un peu de chauvinisme peut-être pour nos champions, nos coureurs guadeloupéens. Sont-ils bien positionnés? Depuis que nous sommes aux affaires, des chances de victoire. On a fait surtout évoluer le comportement parce qu'on était souvent en train de contester les règles, la distance, que ça trop raide. On ne peut pas faire de l'international avec du local. Un moment, donc on a depuis quelques temps, et je félicite l'ensemble des clubs qui font un travail remarquable, les compétitions aujourd'hui, même le week-end, les compétitions régionales se déroulent comme si c'était une course internationale. Et on le voit, la moyenne horaire, le comportement des coureurs sont de plus en plus sérieux. Je félicite le travail fait par la TMC parce que depuis le mois de novembre, ils s'entraînent, ils se filment en train de s'entraîner, donc il n'y a pas de hasard. C'est fouillis. Mais là, vous me faites une réponse de président. La question, c'est est-ce qu'on a des jeunes qui sont en position Après, on a de remporter Damien Ancel. Je dis pas remporter le tour parce que ce serait manquer de respect à l'ensemble des équipes. Mais Damien Ancel a un profil quand même de coureur à étapes, il grimpe bien, il se débrouille pas trop mal. De là à gagner, je sais pas. On le souhaite, mais mais déjà remporter une étape, c'est déjà très bien, parce que l'an dernier on était bredouille, mais remporter une étape, c'est déjà très bien par rapport aux équipes invitées. Et puis on a pas mal de bons coureurs comme Kendrick Clavier, Taino Caillot, entre autres, Yanis Agricos, c'est des jeunes qui peuvent briguer une étape et en gagnant une étape. Les gars sont des chouchous pendant tout le tour. De la Guadeloupe. C'est ça. C'est aussi ça. On aime quand nos Guadeloupéens se démarquent sur une telle épreuve. Merci, M. Théobald. Mais je vais finir avec... c'est vrai que l'an dernier, il n'y a pas eu de contrôle antidopage sur le sujet. Et nous avons interpellé les instances par rapport à ça, parce que c'est pour la crédibilité de notre sport. Et je m'y attelle. Le docteur Lourac aussi a interpellé notre fédération, la FLD. Moi-même, j'ai écrit, parce qu'il n'y a pas eu de contrôle l'an dernier. Et c'est pas bien par rapport à le côté éthique et le côté... Voilà. Il faut que les performances des coureurs soient pas mis... soient d'autant plus légitimes. Voilà. Donc c'est pour ça que cette année, les coureurs vont pas y déroger. Peut-être même avant, parce que il est important quand même que la FLD... montre quand même que notre sport est sorti de loin et que notre sport est crédible. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.